Voici une vidéo où malheureusement vous allez avoir plus de 55 minutes de tueurs dégueulasses. Donc accrochez-vous, ne prenez pas quelque chose à manger et gardez vos lumières bien allumées. Pensez à regarder derrière vous. C'est parti! Les frères Carr eurent une enfance vraiment difficile où ils furent maltraités et abusés intimement. Et là, ils plongèrent rapidement dans la délinquance. Nous sommes maintenant en 2000. Les frères Carr, Reginald 22 ans et Jonathan 20 ans, continuent leur délinquance. Les deux frères avaient déjà une longue liste de condamnations. Ce sont déjà, malgré leur jeune âge, deux bandits habitués à faire tout un tas de vols, de menus larcins et d'effractions. Et vous allez voir, ces deux-là, mais ils n'ont vraiment pas la lumière dans leur sous-sol. Le 8 décembre 2000, après leur arrivée à Wichita, ils ont accompli un vol à main armée contre Andrew Schreiber. C'est un entraîneur de baseball assistant de 23 ans. Le cauchemar de Wichita commence. Les frères Carr sont arrivés à côté de l'entraîneur de baseball alors qu'il retournait à sa voiture. Ils l'ont forcé sous la menace d'une arme à naviguer dans la région, s'arrêtant pour retirer ici et là de l'argent à tous les guichets automatiques jusqu'à ce que sa carte ne fonctionne plus, c'est-à-dire soit que les transactions soient refusées ou alors il n'avait plus d'argent sur son compte. Heureusement, ils vont le relâcher sain et sauf. Car malheureusement, vous allez voir, ça ne sera pas toujours le cas. Le 11 décembre, 3 jours plus tard, une violoncelliste et bibliothécaire Anne Valenta, de 55 ans, est tranquillement assise dans sa voiture dans l'allée de sa maison. Les deux frères arrivent subitement à son niveau et vont lui tirer dessus. Elle décédera malheureusement 3 jours plus tard à l'hôpital. Bon là, les autorités, elles sont au taquet du taquet. Elles ont deviné qu'il y a des malfaiteurs dans la ville et qu'ils vont peut-être continuer à faire d'autres meurtres et effractions. Malheureusement, pour l'instant, ils ne sont pas identifiés. Ça y est, on y est. Si vous êtes sensible, passez à 5 minutes plus tard parce que ce que je vais maintenant raconter est d'une cruauté innommable, indescriptible. C'est l'horreur totale et je ne veux pas vous choquer, donc passe à 5 minutes plus loin, je t'aurais prévenu. Nous sommes le 14 décembre et dans 10 jours c'est Noël et l'ambiance est bon enfant. Nous sommes dans une maison où il y a des jeunes colocataires. Il y a Jason Befford, c'est un enseignant dans un lycée et sa petite amie qu'on appellera Mademoiselle Oliger. D'ailleurs, Jason a prévu de la demander en mariage le jour de Noël. Il a caché sa bague de fiançailles dans une petite boîte de popcorn sous son lit, ni vu ni connu, comme ça il se dit qu'elle la trouvera pas. Et Jason, il est trop heureux, il va demander sa chérie en mariage le soir de Noël. Bon, on est dans une DPA, donc tu te doutes bien que ça va pas continuer comme ça les violons, hein, malheureusement. Donc il y a Jason et sa petite amie que nous appelons Holly, mais il y a aussi Brad Eika, directeur financier d'une société de services, Heather Muller qui est professeur à l'école, et j'ai oublié de vous dire que la petite amie Holly est enseignante. Et il y a enfin Aaron Sander, un ancien analyste financier qui étudiait pour devenir prêtre. Ils sont tous dans la vingtaine et vivent tranquillement ensemble en colocation dans cette jolie maison. Ce soir du 14 décembre, chacun va qu'à ses occupations après avoir fait leur petite journée tranquille de travail et ils sont tous à des étages différents. Et là, alors que personne ne s'y attend, les deux frères vont faire irruption dans la maison au 12 727 Birchwood Drive des colocataires. Une nuit totale d'horreur, et je pèse mes mots, va commencer. Si t'as toujours pas scrollé, avance de quelques minutes, 3-4, c'est le moment. Après que les deux frères aient cambriolé la maison, ils vont forcer leurs victimes à se déshabiller totalement, puis les ont ligotées. Imaginez la gêne et la violation de l'intimité de ces 5 jeunes personnes, d'être les uns devant les autres tout nus et devant des inconnus, mais c'est horrible. Les frères ont ensuite abusé intimement à plusieurs reprises les deux femmes devant tout le monde
et forcer les hommes à se livrer à des actes intimes avec toutes les femmes et les femmes entre elles. On plonge dans l'horreur encore et encore la plus totale. Après avoir emmené les victimes toujours nues dans leur camion, ils vont aller dans un distributeur automatique de billets pour vider leur compte bancaire avec leur code pendant qu'ils attendent toujours tout nus dans le camion. Ils les ont conduits au complexe de foot fermé de Stryker à la périphérie de Wichita. Lorsqu'ils sont arrivés dans un champ plein de neige, ils les ont fait se mettre en ligne, à genoux, tout nus, telle une exécution de guerre. Et malheureusement, ils vont tirer sur les 5, les uns après les autres, sous leurs cris, ils vont tirer dans leur nuque. C'est horrible, c'est une véritable nuit d'horreur. Et là, parce que ça suffit pas, hein, les frères Carr vont monter dans le camion et rouler sur les 5 corps. Pourtant, Holly G, la petite amie de Jason, a survécu au tir de balle grâce à sa barrette en plastique. Ça a dévié la balle sur son côté de tête. Après avoir tenté en vain de secouer et de réanimer son petit ami, elle va marcher nue, sous 0 degré, avec la tête en sang, plus d'1 kilomètre par balle, comme je vous l'ai dit, ce temps glacial, pour chercher les premiers soins et trouver une maison où il y a des gens. Les gens vont lui ouvrir. Elle était totalement effrayée, apeurée et violemment choquée. L'ambulance va arriver et elle va recevoir les premiers soins médicaux. Elle a signalé l'incident et les descriptions de ses agresseurs. Elle voulait tout raconter parce qu'elle disait « Je veux tout raconter avant de mourir ». Elle était persuadée qu'elle aussi, comme les 4 autres, elle allait mourir incessamment sous peu. Holly, en une soirée, venait de tout perdre. Ses amis, son futur mari, et elle a la tête emplie de souvenirs effroyables. Elle fut conduite à l'hôpital et soignée et elle survivra. Après ces meurtres, les frères Carr sont retournés à la maison pour saccager totalement la maison et pour prendre plus d'objets de valeur. Et là, je te le dis tout de suite, hein, tu vas scroller 1 minute plus loin parce que ce que je vais dire, c'est horrible. Après, ils vont utiliser un club de golf pour battre à mort le chien de Holly qui s'appelait Nicky. Non mais alors... Moi, comme je le dis à chaque fois, laissez les animaux et les enfants tranquilles, hein, les adultes aussi, mais... J'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Ah, et à savoir que les frères, quand on leur demandera, avaient choisi la maison totalement par hasard. C'est-à-dire que ces 5 jeunes gens de 20 ans ont subi l'horreur pendant des heures et c'était un hasard. Leurs crimes vicieux aux 2 frères là, effroyables, vont semer la panique dans la région et les habitants de la ville vont se ruer dans les magasins pour acheter des armes, des alarmes et autres objets pour se protéger. Ah bah tu m'étonnes toi, ça fait trop peur hein. La police a capturé les 2 frères Carr le lendemain grâce au signalement de leur véhicule par Holly et par la première victime que je vous avais dit qui avait été laissée vivante. Grâce au témoignage de Holly au procès, les 2 frères ont été reconnus coupables de la quasi-totalité des 113 chefs d'accusation retenus contre eux. L'ancien agent spécial du FBI, Michael Tabman, a déclaré « Essayer de comprendre la frénésie criminelle des frères Carr ou de trouver un mobile serait inutile. Quelle était leur motivation? Nous ne pouvons pas répondre à cela, mais je peux vous dire qu'ils ne sont rien d'autre que le mal. » Et là, les 2 frères vont recevoir un verdict de peine de mort. Mais il y a eu une déficience dans les rapports. Du coup, elle va être annulée. Puis, la Cour suprême du Kansas a confirmé la peine de mort pour les 2 frères en 2022, bien qu'il y ait en ce moment de gros ralentissements, car en ce moment, justement, la peine de mort fait débat aux États-Unis. Des personnes envoient des pétitions pour la faire cesser. Il y a des personnes qui font des manifestations et du coup, cela entraîne un retard sur cette peine de mort précisément pour les 2 frères. On en est là. Une rumeur
rumeurs laissent entendre que Holly se serait mariée avec le premier homme qui fut la première victime des deux frères à Wichita, car cet homme avait entendu parler de son histoire et avait trouvé quelque chose de commun parce qu'il avait subi un mauvais sort lui aussi avec les deux frères. Il avait essayé de la rencontrer et ils sont tombés amoureux. Une école de la région a créé un prix annuel, le Heather Muller Love Office Award, décerné à une élève méritante de 8e année en sa mémoire. À noter que l'épisode de la 4e saison Law Order Dominance est basé sur cette histoire. Go, c'est parti! Avant juillet 2007, Cheshire, la ville où vont se dérouler les événements, était une petite ville typique de la Nouvelle-Angleterre au nord-est des États-Unis. Il y faisait vraiment bon vivre. Bon, c'est un peu ce que je dis tout le temps dans mes histoires, mais bon, là particulièrement, on démarre dans une superbe ville. Il y a de grandes maisons très bien entretenues, ils taillent leur pelouse, il y a des jolies fleurs. La ville possède plusieurs jolis parcs, une très grande piscine et plusieurs cours de tennis. C'est une ville qui fait rêver. Eh bien, c'est dans cette ville, Cheshire, que vive la famille Petit. Je vais vous parler d'eux. Il y a d'abord Jennifer Lynn Hayes Petit, née le 26 septembre 1958, à Manston, en New Jersey. Alors elle a reçu son diplôme d'infirmière. C'est sa passion. Elle adore s'occuper des autres, prendre soin des personnes et c'était une carrière toute trouvée pour elle que d'être infirmière. Eh bien, c'est justement en exerçant son emploi d'infirmière qu'elle va rencontrer son futur mari, William Petit, le docteur Petit. Mais alors lui, il est tombé fou amoureux d'elle direct. Dès que ses yeux ils se sont posés sur Jennifer, le William, il était red love. Du coup, lui, il a un petit peu voulu faire son mariole. Il a voulu lui montrer comment on prenait l'attention, sauf qu'il n'arrivait pas et que c'est du coup Jennifer qui lui a montré comment s'y prendre. Les deux, ils sont très amoureux, ils vont se fréquenter et c'est tout naturellement qu'ils vont se marier en 1985. De là, ils vont avoir deux très jolies filles. Hayley Elizabeth, qui est née le 15 octobre 1989, elle adore sa mère. D'ailleurs, malheureusement, sa mère, elle a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 1998. Eh bien, leur fille Hayley, alors qu'elle avait que 9 ans, elle a été déterminée à aider sa mère de toutes les façons possibles. Elle va carrément créer une association. Elle va demander à des amis de la famille pour la parrainer pour cette association parce que bien sûr à 9 ans on est trop jeune. Elle va créer une marche en l'honneur. Elle va créer une marche pour lutter contre cette maladie et récolter des fonds. Pendant 7 ans, Hayley a fait cette marche pour sa mère et elle a réussi à récolter, pour aider à lutter contre cette maladie, 55 000 $. Personnellement, je trouve que c'est énorme. Hayley est considérée comme une excellente élève. Elle pratique du sport, elle est très athlétique. Comme je l'ai dit, elle est très attachée à sa famille et elle va rentrer à l'université. Puis il y a la deuxième sœur, Michaela Rose, elle est née le 17 novembre 1995. Elle aussi, elle adore sa famille, c'est elle aussi une excellente élève. On peut dire que William et Jennifer ont deux petites filles modèles. Tout va démarrer le 22 juillet 2007 où c'est une journée typique pour la famille Petit. Ils vont aller à la messe, le papa et la maman, car ils se rendent souvent à la messe de leur quartier. Ensuite, lui, Bill, tout l'après-midi, a décidé d'aller jouer au golf et leur fille, Hayley, doit aller à la plage avec des amis tout l'après-midi également. Il reste donc la mère Jennifer et leur fille, Michaela. Elles ont décidé d'aller au supermarché pour faire des courses parce que Michaela a eu l'idée de faire un plat de pâtes le soir pour toute la famille et elles sont trop heureuses toutes les deux d'aller en course ensemble et de faire ça entre mère et fille. Elles se rendent au supermarché et sont dans les allées en train de chercher les ingrédients. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que pendant ce temps-là, et c'est horrible, un homme les observe. Il s'est dit,
En voyant Jennifer la mère que c'était une femme aisée, bien habillée et que sûrement chez elle, il devait y avoir de l'argent, il envoie des textos à un complice alors qu'il est encore au supermarché, lui expliquant qu'il projette de cambrioler cette famille avec lui. Jennifer et Michaela sont donc dans le supermarché avec cet homme qui les suit dans les allées, qui envoie des textos projetant de cambrioler leur maison. Quelle horreur! Bon alors, je vais vous parler de ces deux hommes, hein. Celui qui envoie les textos et qui est dans le supermarché, et l'autre là, le complice qui reçoit les textos. Il y a Joshua Komisarjewski. Alors lui, il est né le 10 août 1980. Il a été adopté par June, une dame bibliothécaire, et Ben, donc Komisarjewski, et je dirais plus ce nom de famille, il est trop dur à dire. Donc Joshua a lui aussi grandi à Cheshire, a été adopté, mais il a des problèmes à l'école, il n'arrive pas à suivre, c'est à peu près l'équivalent pour nous du CM2. Sa mère adoptive va le retirer de l'école et va lui faire les cours à la maison. Malheureusement, ils vont adopter un autre enfant qui lui sera beaucoup plus âgé et va abuser Joshua intimement alors qu'il est tout petit. Il a entre 4 et 6 ans à peu près. Bon lui, Joshua, même s'il est petit, il va prévenir sa mère et son père adoptif, mais eux sont très pieux, ils veulent rien faire et ils vont lui dire de se réfugier dans la prière. Ah, ça c'est sûr, ça va l'aider si on fait rien, le pauvre Joshua. Du coup, ça doit le déboulonner, hein. À l'âge de 12 ans, il a commis sa première infraction en volant une voiture. À l'âge de 14 ans, il va apprendre qu'il a été adopté et ça va profondément le choquer puisque quand il a été adopté, il était bébé et il ne le savait pas et il va encore plus s'inscrire dans la délinquance et commettre des cambriolages nocturnes dans plusieurs demeures alors que je vous le répète, il est encore adolescent. Ce qui est bizarre en plus, c'est que Joshua affectionne particulièrement de cambrioler les gens quand ils dorment et qu'ils sont chez eux. Cela lui met de l'adrénaline. À 21 ans, il va mettre enceinte sa petite amie qui n'en a que 15. Ils vont se séparer. Et quand il aura 26 ans, il va sortir avec une jeune fille qui n'a que 17 ans. C'est-à-dire que lui, même s'il est majeur, il sort qu'avec des filles qui sont pas majeures, hein. En 2022, il va être condamné pour une série de cambriolages nocturne et il va être qualifié de prédateur froid, de calculateur par le juge, qui néanmoins va se rendre compte qu'il est soutenu par sa famille. Il va lui donner 9 ans de prison suivi de 6 années de surveillance. Malheureusement, il va rencontrer son complice Hayes, celui à qui il envoyait des textos là dans le supermarché, dans ce centre. Bon alors vous allez voir son complice, la ville spécimen lui aussi, hein. C'est Stephen Joseph Hayes. Alors lui, il est né le 30 mai 1960. Direct, il va commencer à boire à l'âge de 11 ans. À 16 ans, il a eu sa première condamnation. Adulte, il va se spécialiser dans le vol par effraction, des voitures, etc. Et il va consommer énormément de drogue extrêmement rapide. Et c'est d'ailleurs dans un centre plus précisément de désintoxication qu'il va rencontrer Joshua, son autre complice. Tous les deux, ils vont planifier plein de cambriolages, histoire de se faire de l'argent. Oui, pourquoi chercher un travail? Ces deux-là, vous allez voir, ils sont dévissés du boulon, ils sont pas nets du tout parce qu'on est malheureusement dans une DPAE et même si pour l'instant tout se passe bien, ça va pas continuer. Donc, revenons à Jennifer et sa fille qui sont dans l'allée du supermarché. Comme je vous l'ai dit, elles ne se doutent absolument de rien. Elles font leurs petites courses, elles ne savent pas qu'il y a Joshua qui les suit dans les rayons. Elles vont payer, elles vont sortir et se rendre sur le parking pour aller dans leur voiture. Joshua va les suivre sur le parking, elles vont monter en voiture et il va les suivre jusqu'à chez elles. Mais c'est horrible, imaginez-vous, vous êtes en train de faire les courses et on vous suit. Elles ne se doutent de rien. Pendant ce temps-là, Joshua, là, notre bon gars, il continue à échanger des textos avec l'autre bon gars, Hayes, et à prévoir de cambrioler la famille de Jennifer cette nuit même. Bon, eux, leur plan, il est simple, hein. Ils se disent qu'ils vont rentrer par effraction dans la maison, cambrioler, prendre de l'argent, prendre des objets de valeur, taillot, et repartir sans avoir été entendus. Ça va pas se passer comme ça du tout. Donc Jennifer et Michaela sont rentrées à la maison, Bill va rentrer du golf,
Sa sœur va rentrer de la plage et Michaela aura préparé son plat de pâtes. Ils vont passer une super soirée. Bill, lui, il va regarder un match dans la véranda et s'endormir sur le canapé de la véranda. Quant à Michaela et sa sœur, elles sont à l'étage en train de dormir, ainsi que leur mère dans sa chambre. Et là, c'est horrible, vers 3 heures du matin, William, le docteur, le père, il est en train de dormir sur le canapé et Joshua va le frapper hyper violemment à la tête. Mais imaginez-vous, vous vivez votre meilleure vie de famille, vous avez regardé un bon match, vous êtes en train de dormir en sécurité dans votre véranda et vous êtes réveillé par les coups d'un voleur. Ils vont emmener William dans la cave et lui demander « Où caches-tu l'argent ?» Eh ben oui, parce que Hayes et Joshua, la nuit, ils avaient prévu de tout cambrioler discrètement et de partir, sauf qu'ils n'ont pas trouvé l'argent. Donc ils se disent que la famille met peut-être de l'argent liquide dans un coffre et lui demandent où est le coffre. Sauf que la famille Petit n'a pas de coffre-fort. Ils n'ont pas d'argent chez eux, ils trouvent ça plus sécuritaire. Du coup, ils se trouvent bien embêtés, les deux cambrioleurs là. Mais comment vont-ils faire ? Bon alors ils décident d'attacher le docteur Petit, ils vont l'attacher en bas dans la cave à un tuyau et puis ils vont remonter à l'étage, retrouver la mère et les deux filles. Chacune d'entre elles vont être attachées à leur propre lit et bâillonnées et les cambrioleurs vont redescendre dans la maison et continuer à fouiller en vain. Malheureusement, ils ne vont pas trouver d'argent, il n'y en a pas. Ils se disent qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien et que puisque les petits ont l'air riches, eh ben c'est qu'ils sont riches et ils doivent avoir de l'argent à la banque. Du coup, ils vont établir un plan, un super plan. Alors, on en a ras-le-bol de ces cambrioleurs, parce que moi, j'ai regardé Maman, j'ai raté l'avion, et je sais que les deux bancals, là, ça va pas du tout se passer comme ils le pensent, parce que les deux, là, ils ont décidé de prendre la mère avec eux, d'aller à la banque, de lui dire de retirer 15 000 € sous la menace du fait qu'il y en a un des deux qui va rester à la maison et tenir en otage la famille, donc elle n'aura pas intérêt de parler à la banque. Ils pensent qu'elle va retirer l'argent, qu'ils vont la ramener à la maison, ils vont partir, ric-rac dans la baraque et tout est fini. Eh bien là encore, ça ne va pas se passer comme ça. Tout d'abord, Hayes va prendre 2 bidons vides dans la maison, aller à une station essence et les remplir d'essence. Vous vous demandez pourquoi ? Parce qu'ils se disent que quand ils auront fini tout leur plan, ils mettront le feu à la maison pour effacer les indices. Ensuite, Hayes va aller chercher Jennifer et va partir avec elle à la banque, laissant son acolyte à la maison qui surveille les deux filles et le père. Alors Jennifer, elle va rentrer dans la banque. Ça fait vraiment bizarre de voir les images. Je vous mets d'ailleurs les photos dans la vidéo. Elle est au guichet, elle réclame les 15 000 € que lui a demandé Hayes, qui l'attend dehors sur le parking de la banque. Et elle va penser à glisser une petite note au guichetier où elle demande de l'aide. Bon alors ni une ni deux, le guichetier va se lever, il va donner le mot au directeur et il est 9h21 quand le directeur va appeler la police. Eh ben vous me croyez ou non, mais la police, elle va en mettre du temps pour se déplacer. Pendant ce temps-là, la mère va retourner à la maison avec Hayes, sauf que là, c'est horrible. Pendant que Hayes et la mère n'étaient pas là, Joshua est monté dans la chambre de Michaela, 11 ans, et l'a abusée intimement. La pauvre était attachée et en plus, il a tout filmé avec son téléphone parce qu'il s'est dit que comme cela, il aurait une vidéo de ce qu'il a fait à la petite fille et que par la suite, il pourrait demander de l'argent contre la vidéo au docteur. On continue dans l'horreur. Donc la mère et Hayes rentrent à la maison et Joshua l'informe de ce qu'il a fait à la petite fille et lui dit « Tu devrais faire comme moi à la mère de famille ». Et ben, Hayes, il le fait. Va descendre la mère de famille dans le salon et abuser d'elle. Que devient le père? Eh bien lui, sachez que c'est incroyable. Enfin une bonne nouvelle parce qu'il n'y en aura pas beaucoup dans cette histoire. Dans la cave, il y a une porte qui donne sur le jardin à l'extérieur. Le père a réussi à se détacher, à passer par cette porte et à aller demander de l'aide chez le voisin. Le père et le voisin vont tout de suite appeler la police. Sauf que pendant ce temps-là, Hayes et Joshua, ils sont bien énervés car ils vont se rendre compte que le père n'est plus là. Et là, trop bizarre, ils décident que la meilleure chose à faire, c'est de liquider Jennifer
et ils vont l'étrangler à mort. Ils vont mettre de l'essence partout dans la maison, dans le rez-de-chaussée et à l'étage, même sur les petites filles. Ils vont mettre le feu et partir avec une des voitures des petits. Bon bah quand même, hein, la police, déjà à la banque, elle avait mis une demi-heure pour réagir, elle a fini par arriver et elle va poursuivre les deux malfaiteurs dans le quartier, faire comme une sorte de barrage avec les voitures. Il va y avoir un choc frontal. Les deux malfrats vont être ainsi arrêtés. Au même moment, la maison est en flammes. La fumée est extrêmement épaisse et c'est ce qui va tuer les deux filles à l'étage. Jennifer, elle, était déjà morte et vous vous en rendez compte, cela fait déjà 3 disparus. Parlons des deux bandits et ce qu'il va leur arriver durant le procès. Le procès va débuter le 19 septembre 2010 et aussi le 13 octobre 2011. Joshua sera reconnu coupable par le jury de tous les 17 chefs d'accusation et il lui sera accordé la peine capitale, la peine de mort. Sauf que dans cet état, la peine de mort n'a plus lieu et cela va être transformé en perpétuité. Bon alors Joshua, il va tout tenter, hein, il va faire témoigner sa fille, il va demander à ce qu'on refasse le procès, mais les procureurs et le juge, ils en ont rien à faire. Perpète, c'est perpète. Le 5 octobre 2010, le jury déclara Steven Joseph Hayes coupable de 16 et des 17 chefs d'accusation et lui aussi, il sera condamné à la peine de mort qui sera transformée en perpétuité. Le papa, le père, le docteur William va être effondré. Il va faire du mieux qu'il peut pour faire une très belle cérémonie en hommage de sa femme et de ses deux filles. Il va demander à ce que la maison soit rasée et qu'aucune maison ne soit reconstruite car ça lui fait beaucoup trop de chagrin. Il va faire construire à la place un joli jardin avec une plaque commémorative. Plusieurs années vont passer et alors qu'il dirigeait la fondation Petit, il va rencontrer là-bas sa nouvelle femme qu'il va épouser. Ensemble, ils auront un fils et actuellement, il s'est dirigé vers la politique. Vous allez être direct dans l'ambiance. Sean Great est un tueur en série de l'Ohio. Durant 10 ans, il va kidnapper, torturer et tuer des femmes. Jusqu'au jour où l'une d'elles, pendant qu'il dort, va réussir à prendre son téléphone, à appeler la police. Je vais vous raconter tout ça dans le détail parce que c'est complètement dingue. Le 13 septembre 2006, lors d'un appel téléphonique chuchoté, une femme de l'Ohio dont la police ne veut pas donner le nom, alors moi je l'appellerai la femme du téléphone, mais eux la police, ils l'appellent Jane Doe. Jane Doe, c'est le nom qu'on donne quand on trouve des personnes dont on ne connaît pas l'identité, souvent décédées, ou alors quand des personnes veulent garder l'anonymat. Donc Jane Doe, je l'appellerai la femme du téléphone. La femme du téléphone appelle la police en chuchotant et elle leur dit qu'elle est détenue contre son gré, qu'elle a été enlevée, que le kidnappeur est en train de dormir à côté d'elle. Et là, ça fait trop peur, elle leur ajoute « Dépêchez-vous ». L'appel va durer très longtemps, d'ailleurs je vous invite à aller le voir sur YouTube. Moi je vais en mettre un court extrait, ça fait trop peur. 911, what is the address to your emergency? 4th Street Laundromat. What is it? 4th Street Laundromat. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? Sean Green. You said John Green? Sean Great. Where's he at now? Asleep. Where's he sleeping at? In the bedroom. Does he have a weapon? He's got a taser. Cela a conduit la police à une maison qui était vide, qui n'avait pas de locataire et Sean Great la squattait. La police va arriver et va faire sortir la femme. Lui, il s'est toujours pas réveillé, hein, il vit sa meilleure sieste. La police va l'arrêter alors qu'il se réveille. Sean Great a 40 ans. C'est un ancien détenu, il est sans abri et il détenait cette femme depuis plus de 3 jours dans le but de se livrer à tous ses délires lubriques et sadiques sur elle. Une fois qu'il avait à faire ce qu'il avait à faire, il s'est endormi. Bah oui, ça a dû le fatiguer hein, de faire tous ces trucs. Hein.
Il a ligoté la femme du téléphone, mais heureusement, elle a réussi à se détacher et a appelé le 911. Bon alors, ils vont mettre Shaun Grete en garde à vue, lui poser plein de questions, et lui, il va être doux comme un agneau, il va répondre à tout. Pendant ce temps-là, la police est dans la maison qui était vide, qu'il squattait, où il avait enlevé la femme du téléphone et l'avait séquestrée. Et là, mais c'est dégueulasse, c'est pire qu'horrible. Je vous en ai raconté beaucoup des histoires, mais là, on dépasse l'entendement. Les policiers vont trouver les corps de 2 femmes décédées depuis plusieurs jours dans un coin de placard sous des amas de vêtements. Oui, le gars, il a posé les corps, il a mis des vêtements par-dessus, il a fait sa petite vie. Non, mais là, ça va pas du tout. Il est grillé de la frite, c'est encore pire que ça. Au commissariat, lui, Shaun Grete, qui est en train de répondre aux questions, dira que la femme du téléphone que la police a trouvée chez lui et qui a été enlevée, il dira « Ah ben non, mais moi, tout allait très bien avec elle, d'ailleurs on comptait se marier. » Mais bien sûr, il est tellement romantique, lui, ça donne envie de l'épouser. Grete a ensuite conduit les policiers dans une maison du comté de Richland où les enquêteurs ont trouvé le corps d'une 3e femme. Maintenant, on va parler de Shaun Grete et de son enfance et de tout son parcours jusqu'à cet appel du 911. Shaun Grete est né le 8 août 1976 dans l'Ohio. Shaun Grete vivait avec sa mère qui était divorcée. Elle était extrêmement négligente. Elle le laissait souvent le ventre vide quand elle sortait pour partir faire la fête avec ses amis. À l'école, lui, Shaun Grete, il aurait eu de nombreux problèmes et aurait redoublé la maternelle. Mais malgré ces problèmes, on a dit qu'il était très charmant et très amical. Lui, les week-ends, les soirs de semaine, il s'occupait en jouant au softball et au football dans son jardin et en socialisant énormément avec les enfants du quartier. Et là, c'est trop bizarre, mais Shaun Grete, il plaisait énormément aux jeunes filles, à toutes ses camarades d'école et il avait un succès fou. Bon alors lui il vivait avec son père, il a fréquenté la River Valley High School où il a excellé en tant que joueur de baseball, mais ça n'a pas duré parce que malheureusement il va se casser le bras. Selon une petite amie du lycée, Grete restait allongé dans le canapé parfois pendant des heures. La minute d'avant il était extrêmement gai et puis après il s'allongeait dans ce canapé totalement déprimé, fixant le plafond et il pouvait ne plus bouger pendant des heures. En réalité, aux yeux de tous, Shaun Grete à l'école et devant ses amis passait pour un jeune homme joyeux, adorable, qui, je vous le disais, a énormément de succès auprès des filles. Dès l'âge de 18 ans, Shaun Grete a eu ses premiers démêlés avec la justice. Effectivement, il fut arrêté pour avoir frappé sa petite amie de l'époque. Au fur et à mesure que les années passent, le comportement de Shaun Grete qui était charmant et joyeux va devenir plus colérique, plus dominateur avec les femmes. Quelques années malheureusement après la première agression sur sa petite amie, il va recommencer et agresser une autre femme. Apparemment cette fois-ci il avait été extrêmement jaloux du comportement de sa petite amie, il s'était introduit chez elle, s'était caché sous le canapé avec un couteau, il s'est mis à la menacer mais heureusement à la fin de cet échange, rien de grave ne s'était passé. Diplômé de la River Valley High School en 95, il fera éruption dans une maison du comté de Marion avec un complice le 23 octobre 96 pour voler des bijoux, de l'argent. Il a été accusé de cambriolage en janvier 1997. Là, son parcours, il commence à être vraiment pas terrible. Du coup, il va faire 4 ans de prison. Nul ne sait réellement comment il a pu déraper des cambriolages ou des agressions pour passer au meurtre. La seule chose que l'on sait avec certitude, c'est que Shaun Grete manque d'empathie vis-à-vis des femmes et qu'il les voit plus comme des objets, des moyens pour arriver à ses fins, c'est-à-dire des opportunités. Comme il plaît beaucoup aux femmes, il peut tirer d'elles de l'argent, des cadeaux, squatter chez elles dans leur appartement pour pas payer de loyer, pas payer de nourriture. Puis il va rencontrer Ambre Nicole en 2011. Alors eux, ils vont avoir un coup de foudre, mais alors vous allez jamais vous attendre où. Ils vont se rencontrer à l'église. Oui, Shaun Grete, il va à l'église. Je vous l'ai déjà dit, il faut pas se fier aux apparences. Il va à l'église, il rencontre Ambre Nicole et ils décident tous les deux très amoureux de se marier.
Elle dira qu'il était gentil, charmant et qu'avec lui, elle vivait un vrai conte de fées, le prince charmant. Tout va bien se passer comme dans le meilleur des mondes, ils vont même avoir une petite fille. Sauf qu'on ne change pas une personne et que le vrai caractère, il revient au galop et Sean Grett va se montrer violent, va commencer à la frapper. Elle va le quitter, en plus il l'avait trompée, donc ce sont vraiment deux bonnes raisons pour quitter cet homme. Et elle a eu raison. Bon, il va y aller de son petit commentaire, hein, quand elle va le quitter et que bien sûr elle prendra leur fille, il va l'appeler et lui dire « Méfie-toi, si je ne peux pas avoir ma fille, personne ne l'aura. » Pendant ce temps-là, il va passer d'une femme à l'autre, faire son joli cœur. Argent, hébergement, nourriture, petits cadeaux, les femmes sont folles de lui. Et c'est là, malheureusement, qu'il va rencontrer ses deux premières victimes, Rebecca Lacey et Candice Cunningham. Alors je vais vous parler d'elle. Le corps de Rebecca Lacey fut trouvé en 2015. Comme le médecin légiste déclara que la cause de la mort était l'overdose, et ben la police, elle a pas fait plus d'enquête. Cependant, après l'arrestation de Sean Grett, il avouera que c'était lui le meurtrier. Bon alors, la raison du meurtre, là, vous allez pas y croire, hein. Il dira qu'il l'a tuée parce qu'elle lui devait 4 $. Oui, 4 $. Non mais alors lui, il est décapsulé de la canette. Et bah c'est pas fini, vous allez voir. Quant à Candice Cunningham, elle fut portée disparue jusqu'à ce que Sean Grett conduise la police à son corps. Peu après, la rage de Sean Grett s'intensifia. Il y a eu Stacey Hicks, dont on a retrouvé sa voiture vide, puis plus jamais de traces, puis Elizabeth Griffiths, qui fut vue pour la dernière fois au supermarché Walmart, et Dana Lowry. Alors, pour toutes, c'est le même mode opératoire, strangulation. Grett, il a un très long casier judiciaire où figurent cambriolage, toxicomanie, enlèvement et violence domestique. Et maintenant, s'ajoute à son casier meurtre. Après l'arrestation de Sean Grett, Ambre Nicole va vouloir faire une déclaration à son propos et elle dira « Mes prières accompagnent les familles qui ont perdu des êtres chers à cause de ces actes horribles. Pour le bien de mon enfant innocent, je demande à la presse de respecter notre vie privée en ce moment. » On va chercher dans son passé et on va s'apercevoir qu'il a également un fils qui est né en 1999. Le Norwalk Reflector, c'est un journal, va s'entretenir avec plusieurs femmes qui ont connu Sean Grett. L'une des femmes qui a un enfant de 2 ans dira qu'il y a peu de temps, Sean Grett l'avait dragué, l'avait donc approché, lui avait proposé de venir dans cette maison qu'il squattait et heureusement, elle a refusé son invitation. Elle dira « Si j'étais allée là-bas, mon fils et moi serions morts. J'ai juste eu de la chance et pris la bonne décision. » Brittany Lutz, une maman de 20 ans qui vivait non loin de chez Sean Grett, elle dira qu'elle était assise sur un banc dans le quartier et que Sean Grett s'était approché. Il lui proposera de lui acheter une bière et de traîner avec elle. Elle a dit non et heureusement, c'est ce qui lui a sauvé la vie. A few moments later. Puis nous arrivons à la femme du téléphone qui a appelé le 911 alors que Sean Grett dormait à côté d'elle et la police est arrivée et a mis un terme à sa carrière de tueur. Mais comment a-t-il rencontré cette femme du téléphone? Apparemment, elle allait dans un centre communautaire de la ville et c'est là qu'elle a rencontré Sean Grett. Ils faisaient des longues promenades, discutaient énormément sur la Bible, faisaient des jeux, jouaient au tennis, allaient au parc, c'était extrêmement agréable, dira-t-elle. D'ailleurs, elle confessera qu'elle n'aurait jamais imaginé ce que Sean Grett allait lui faire par la suite. Jour après jour, il va tisser sa toile autour d'elle et réussir à gagner sa confiance jusqu'à ce qu'il l'invite chez lui dans la maison qu'il squattait. Bon, âme sensible, scrollez à 2 minutes plus loin parce que je vais vous dire ce qu'il lui a fait pendant plusieurs jours et c'est vraiment terrible. Durant des jours et des jours, il va la torturer de toutes les façons possibles, aussi bien cruelles et sadiques qu'intimes, de toutes les manières imaginables, dira la police. Elle a subi des traumatismes à la tête et des ecchymoses.
Les premiers jours, Brett ne laissa aucun moyen à la femme du téléphone de s'échapper et surtout aucun répit. Il ne dormait pas et continuait ses sévices et ses violations intimes sans cesse. Mais au bout de quelques jours, et heureusement, Shawn Grete va s'endormir. Apercevant son téléphone par terre, elle a réussi à se détacher et à téléphoner à la police au 911. Elle était terrorisée et elle parlait dans le téléphone en chuchotant. Et comme vous l'avez vu auparavant, heureusement la police est arrivée, ils l'ont délivré et arrêté Shawn Grete. C'est là qu'ils vont retrouver les corps de Stacey Stanley et Elizabeth Griffith dans la maison, dans un placard, sous un tas de vêtements, dans une odeur pestilentielle indescriptible. Puis il va avouer l'autre meurtre, celui de Donna Lauray. Bon alors lui, il va pas faire long feu devant les autorités, hein. Il va rien nier, il va tout dire. Il va tellement accepter de coopérer pleinement avec la police qu'il va bien vouloir leur montrer comment il tuait ses victimes en faisant une simulation avec un autre policier. J'ai vu les images sur YouTube, je vais vous mettre les photos, ça fait froid dans le dos. Et en plus, je me dis, moi j'aurais eu trop peur à la place de l'agent. Hein. En 2016, il fut inculpé pour les meurtres aggravés de Stacey Stanley et Elizabeth Griffith, ainsi que ceux de Candice Cunningham et Rebecca Lacey. Il fut aussi inculpé pour l'enlèvement, la séquestration et les multiples agressions sur la femme du téléphone qui reste à ce jour anonyme. Lors de ses procès le 7 mai 2018, il sera inculpé pour 23 chefs d'accusation qui sont retenus contre lui et il fut condamné à la peine de mort. Le 10 décembre 2020, il a été rapporté que Grete avait perdu son appel contre la condamnation à mort, la Cour suprême de l'Ohio, et il est toujours dans le couloir de la mort. Grete doit être exécuté le 19 mars 2025. On lui connaît officiellement 5 victimes et nous n'en saurons pas plus. Au 363 Cover Court à Ashland où Grete a été arrêtée après le coup de fil, un mémorial public se trouve à la place de la maison qui a été totalement démolie. Sans l'appel au 911 de la femme du téléphone, il est à peu près sûr de dire à la police que Shawn Grete aurait continué à tuer d'autres femmes. Encore une fois, je me répète, mais lui, c'était un don Juan, un joli cœur et toutes ces femmes lui ont fait confiance. Ne jamais se fier à une personne sur l'apparence qu'elle peut renvoyer. Nikki McPhatter est née en septembre 1978. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a immédiatement rejoint l'US Navy. Plus tard, la dynamique trentenaire a travaillé à l'US Airways en tant qu'agent de billetterie à l'aéroport international de Charlotte Douglas en Caroline du Nord. Elle adorait le parachutisme et les sorties entre amis qu'elle faisait, c'est-à-dire ils étaient à plusieurs, ils étaient dans l'avion, ils avaient l'adrénaline en sautant, elle adorait le parachutisme. Puis elle va sortir avec un homme qu'elle avait rencontré en ligne en février 2009. Ils vont se donner rendez-vous. Elle va conduire pour le rencontrer à Columbia, en Caroline du Sud. Nikki partira le 6 mai 2009. Elle a appelé un ami vers 11h45 ce jour-là. Et malheureusement, nous sommes dans une DPAE et on n'entendra plus jamais parler de Nikki. Quelques jours vont passer et le patron de Nikki va s'inquiéter. Elle n'est pas venue au travail. Il va contacter sa famille parce qu'elle ne s'est pas présentée sur son poste de travail. Ils vont tout de suite signaler sa disparition le 11 mai. Et là, une grande recherche de personnes disparues s'en est suivie. On va enfin retrouver sa voiture abandonnée sur la route, totalement calcinée. Les autorités ont ensuite retrouvé sa dépouille le 29 mai 2009. Nikki a été retrouvée dans le coffre de sa voiture incendiée près d'un chemin de terre en Colombie. Les restes calcinés montraient qu'elle avait reçu une balle dans la nuque. Les autorités ont été conduites à Theodore Manning après que les proches de Nikki leur aient dit qu'elle était allée voir ce fameux Teddy Theodore, le fameux gars avec qui elle sortait. Teddy a admis que les deux se fréquentaient depuis quelques mois et qu'elle s'était rendue chez lui vers 9h du matin le 6 mai. Selon sa déclaration initiale, Teddy lui a dit qu'il ne voulait qu'une relation simple et libre de fréquenter qui il veut, mais elle ne voulait pas de ce genre de relation.
Teddy ajoutera qu'il voyait 6 femmes en même temps. À chaque fois, il la trompait et penaud, il revenait la queue entre les arbres vers Nikki. C'était, comme on dit, un véritable homme à femme qui savait charmer ses dames. Cependant, la famille va déclarer que ce jour-là, Nikki se rendait le voir pour rompre avec lui. Elle ne voulait plus de cette relation. Teddy a ensuite affirmé qu'il s'était disputé et Nikki a ramassé sa propre arme de poing qu'elle avait dans son sac. Pendant que Teddy l'éloignait d'elle, Nikki est venu vers lui. Il a essayé de lui arracher l'arme des mains et comme par hasard, les coups sont partis et c'est ce qui aurait tué Nikki. Cependant, les autorités ont estimé qu'une blessure par balle à l'arrière de la tête est incompatible avec l'histoire de dispute fournie par Teddy. Lorsqu'il a à nouveau été pressé pour plus d'explications, Teddy a admis qu'il avait l'intention de tuer Nikki. Après le meurtre, Teddy a déclaré qu'il avait appelé une de ses petites amies, Kendra Goodman. Il affirmera que c'est l'idée de sa petite amie Kendra de se débarrasser de la voiture. Non seulement ils vont se débarrasser de la voiture de Nikki, mais ils vont lui voler tout son argent. Kendra cependant a déclaré qu'elle ne savait rien du meurtre. Selon elle, Teddy lui a demandé de le suivre pendant qu'il conduisait la voiture de Nikki. Donc Teddy est dans la voiture de Nikki et elle, Kendra, dans une autre, ce qui permettrait à Teddy de partir avec elle ensuite. À l'époque, il lui avait dit que c'était la voiture d'un ami. Pendant que Kendra attendait sur le parking d'une église, Teddy s'est engagé sur un chemin de terre et il est revenu à pied. Les deux ont ensuite rempli un bidon d'essence et sont repartis. Déjà Kendra, à quel moment elle est ok pour aller dans une histoire louche avec 2 voitures, se garer sur un parking et remplir un bidon d'essence? Bref. Kendra a déclaré qu'elle avait entendu une explosion et quand Teddy est monté dans sa voiture, il sentait l'essence. Cependant, l'implication de Kendra semblait être bien plus que cela parce que des bandes de surveillance d'un guichet automatique, c'est-à-dire des vidéos, ont montré que c'était sa voiture, celle de Kendra. Elle avait été vue au guichet avec la carte de Nikki pour retirer de l'argent. De plus, une chemise est retrouvée chez elle et c'est celle qui était portée par le suspect vu sur les images à la banque utilisant la carte de Nikki. Le 7 mai, des caméras de sécurité ont capturé Teddy et Kendra en train d'acheter de l'eau de Javel dans un Walmart local. Une perquisition au domicile de Teddy a révélé un reçu pour de l'eau de Javel et un pistolet. Oui, parce que là-bas, tu peux acheter de l'eau de Javel et un pistolet. Tu fais tes petites courses, t'achètes un pistolet comme si t'achetais un pain au chocolat. Les preuves ont montré une tentative de nettoyage de la scène de crime à la résidence de Teddy. Donc, cette pauvre Nikki aurait été tuée chez Teddy. Finalement, c'est Kendra qui a conduit les autorités au corps brûlé. Il pensait que Kendra et Teddy avaient essayé de nettoyer toute preuve de la fusillade. De plus, les deux vont admettre avoir eu des relations sexuelles après le meurtre de Nikki. C'est ça dont je vous parlais, c'est totalement ignoble et dégueulasse. On en parlera à la fin de la vidéo. Teddy, et heureusement, a été jugé en octobre 2010. À la barre, il a encore affirmé que la fusillade était un accident et que Kendra avait organisé l'incendie de la voiture de Nikki, le vol des cartes bancaires, etc. Donc ce n'était pas de sa faute et ça, on a l'habitude. Teddy a également affirmé que la police l'avait forcé à faire des aveux et qu'il ne lui avait pas lu ses droits. Le pauvre Teddy, il est tout innocent dans l'histoire.
Alors que ses avocats ont fait valoir qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense, l'accusation a estimé que c'était un acte malveillant. De plus, l'accusation a estimé que Teddy a tenté de dissimuler son crime. Finalement, le jury l'a reconnu coupable d'homicide volontaire et il a été condamné à 30 ans de prison derrière les barreaux. Les dossiers de la prison indiquent que Teddy est incarcéré à l'établissement correctionnel de Lee Bishopville en Caroline du Sud. Il pourrait être libéré en 2034. Voilà, cette ignoble histoire est finie. Bon, d'abord, comme d'habitude, dis-moi si tu la connaissais. Et ensuite, mais dis-moi si tu ne trouves pas ça dégueulasse, les deux là, qui vont faire brûler la voiture, mettre le corps dans le coffre et après ils ont des rapports intimes. Non mais on croit rêver comment ça fonctionne là-dedans. Moi, ça me rend totalement dingue. Ce qui me rend dingue aussi, c'est qu'à chaque fois les tueurs, ils disent c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Ils ont un toupet incroyable alors qu'il y a tout un tas de preuves contre eux. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Vous en conviendrez, on va laisser un emoji parachute au avion parce qu'on pense à cette pauvre Nikki qui adorait le parachutisme. Comme d'habitude, je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires et votre soutien. Vous êtes des amours. D'ici la prochaine fois, mais prenez soin de vous au maximum. Regardez derrière vous quand vous vous rendez chez votre petite amie. Bye bye!